Hey, salut la team Lactée et bienvenue dans cette nouvelle Actu à l'été. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus pointu, hein. On va partir dans des trucs un peu plus scientifiques, mais je trouvais cet article, en tout cas l'intitulé m'a intéressé, on va le découvrir ensemble, comme souvent d'ailleurs. Bref, sans plus tarder, on plonge dedans. Avant de plonger par contre dedans, et ça va être vraiment une plongée à l'intérieur, vous allez voir, n'oubliez pas de vous abonner tout simplement, d'enclencher la petite cloche. Et pourquoi pas de mettre des écouteurs si vous n'avez pas le temps de vous arrêter, enfin de vous concentrer sur votre écran. Alors c'est parti. On nous parle de l'impact de l'alimentation maternelle sur le microbiome du nourrisson. Qui est nourri avec du lait maternel. Alors, c'est dans maclinique.fr. Quel est l'impact de l'alimentation maternelle sur le microbiome des nourrissons et le lait maternel? Dans une étude récemment publiée dans le Nutriment Journal, des chercheurs de l'Université du Massachusetts ont évalué l'impact de l'apport alimentaire maternel sur le lait maternel. Le lait est une variable essentielle dans le développement du microbiome intestinal du nourrisson. Près de 88% des genres sont similaires entre le lait maternel et celle d'un nourrisson allaité. Les nourrissons allaités reçoivent également des nutriments, des cellules immunitaires, des protéines sécrétées, des anticorps et des oligosaccharides du lait maternel qui peuvent avoir un impact sur le microbiome intestinal du nourrisson. En raison de l'association significative du lait maternel avec le microbiome intestinal et la santé du nourrisson, il est essentiel de reconnaître les facteurs qui affectent le lait et modifient le microbiome du nourrisson. Effectivement, quand on s'intéresse à minima à l'allaitement maternel, voire même quand on s'intéresse à minima à l'alimentation de manière générale, on sait que notre alimentation, sans pour autant se flageller, mais on sait que notre alimentation joue sur notre propre microbiote, vraiment. Donc, on sait aussi que notre alimentation va jouer sur notre grossesse. On ne se jette pas des pierres, on fait tous comme on peut. 80-20, 80% du temps vous faites de votre mieux et puis 20% c'est what the fuck. Mais on le sait, c'est pas pour culpabiliser, ce sont des faits scientifiques dont on a connaissance. Donc c'est évident qu'à partir d'un certain moment où on sait ça, on sait que notre alimentation va jouer sur notre lactation, déjà en termes de qualité, puisqu'on sait que les gens qui feraient du jeûne peuvent éventuellement perdre un petit peu en qualité au niveau du lait. Je vous renvoie sur les vidéos par rapport au ramadan et à l'allaitement. Vous tapez ramadan et allaitement à pas de mois, vous allez voir. On en parle. Et puis, le fait de ne pas être assez hydraté, ça peut nous fatiguer, donc on va produire un peu moins. C'est la fatigue qui fait qu'on produit moins, mais vous voyez ce que je veux dire? Et pour s'hydrater, il ne s'agit pas juste de boire, on peut aussi manger des aliments hydratants. Il y a beaucoup de fruits ou de légumes d'ailleurs qui contiennent beaucoup d'eau. Le concombre, la pastèque, voilà, des choses assez communes dont on a conscience. Le raisin sont des aliments qui contiennent beaucoup d'eau. Donc effectivement, notre alimentation va aussi jouer sur à la fois notre microbiote, parce qu'on sait que, par exemple, à titre complètement d'exemple, moi qui vis avec une candidose chronique, si je mange trop de gluten, trop de sucre et trop d'aliments inflammatoires, des produits laitiers, en l'occurrence des produits animaux, des choses comme ça, et ben ça va jouer sur mon microbiote et ça va faire que je vais avoir plus ou moins de crises de candidose et plus ou moins fortes. Donc on le sait que tout ça, ça joue sur notre corps. Donc à partir du moment où ça joue sur notre corps, forcément, ça joue sur notre microbiote, forcément que ça va jouer sur le microbiote du bébé, puisque je vous rappelle que le lait, il est synthétisé à partir du sang et que dans le sang passe un minima d'éléments, de cellules, de choses comme ça, de l'alimentation que l'on consomme. Excusez-moi, j'ai bugué. Donc forcément, ça va se retrouver dans le lait, donc forcément, ça va influencer le microbiote de notre bébé. À propos de l'étude, je reprends la lecture. Dans la présente étude, les chercheurs ont examiné les connaissances existantes liées à l'association entre la consommation alimentaire maternelle et le lait maternel, ainsi que le microbiome intestinal des nourrissons. L'équipe a réalisé la présente étude avec la liste de contrôle pour les éléments de rapport préférés pour les examens systématiques et l'extension de méta-analyse pour les examens de portée. Les connaissances actuelles concernant les effets de l'apport alimentaire maternel sur le microbiome du lait maternel et du nourrisson allaité ont été explorées. Cette évaluation a été réalisée en collectant des bases de données appropriées pour mener et collecter des documents de recherche à examiner. 3 bases de données, dont PubMed, Web of Science et Scopus, ont été examinées le 29 septembre 2021.
L'équipe a utilisé une chaîne de recherche spécifique pour trouver des articles de recherche et des terminologies appropriées dans le titre de l'article, les mots-clés et les résumés. Les chercheurs ont créé une feuille de calcul Excel indiquant l'année de publication de l'article, son auteur et les titres de chaque relecteur. Cette feuille de calcul a été utilisée pour surveiller les articles qui répondaient aux critères d'inclusion. Les critères d'inclusion comprenaient des articles de revues publiés en anglais sans aucune restriction de date. Les relecteurs ont travaillé de manière indépendante et ont revu en moyenne 25 articles lors de chaque séance de travail. Donc ils ont, pour mener cette étude, donc tout simplement, ils ont mis ensemble les études déjà publiées. Ce qui nous a fait une recherche globale, une recherche très étendue. Et ça, c'est plutôt intéressant, parce que souvent, on a des recherches qui sont assez en boucle, assez fermées, et on ne voit pas tout. Donc là, pour le coup, ils sont allés chercher vraiment un peu partout, et ils ont fait en gros Ils ont fait une étude à partir d'études déjà menées, en les croisant toutes pour voir les résultats qu'ils obtenaient. Et ça, c'est intéressant. Comme ma façon de rechercher, je trouve ça très, très intéressant. Résultat, les recherches de la base de données a donné environ 949 enregistrements. Une fois les doublons supprimés, une sélection des résumés et des titres a été effectuée pour 808 enregistrements. Parmi les 112 articles qui ont subi l'examen du texte intégral, 19 répondaient aux critères d'éligibilité et faisaient partie de l'examen de la portée. Celle-ci comprenait 14 études de cohorte, 4 essais contrôlés randomisés et une étude cas témoins. C'est intéressant ça. C'est-à-dire qu'on va confronter les études randomisées à vraiment quelque chose qui est une étude de cas témoins, donc une étude de cas cliniques sur le terrain. Les études éligibles ont été réalisées de 2015 à 2021 aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Israël, en Espagne, en Chine, en Tanzanie, à Taïwan et au Brésil. Environ 12 études ont évalué des échantillons de lait, 10 ont examiné des selles de nourrisson et 3 impliquaient les deux types d'échantillons. Donc ça, c'est intéressant. On ne s'est pas intéressé que au lait à proprement parler, on s'est aussi intéressé à ce qu'on retrouvait dans les selles. Vous savez que si vous vous intéressez un petit peu à la naturopathie, à ce genre de choses, vous savez que les selles sont vraiment un élément du corps qui donne une richesse d'informations sur notre état de santé extrêmement incroyable. Donc c'est vraiment génial d'avoir été étudié d'un côté le lait et d'un autre côté les selles des nourrissons, parce que croiser ces données, effectivement, on va obtenir plus d'informations que si on avait étudié que l'un ou que l'autre. Et puis, il y a donc des études qui ont impliqué les deux échantillons. Donc ça, c'est vraiment génial. De plus, 3 études ont examiné les selles maternelles. Waouh, super. Effectivement, alors là, on est sur un croisement de données scientifiques. Je ne sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte, qui est extraordinaire. Là, on est vraiment, c'est-à-dire que on est vraiment sur une étude qu'on pourrait dire complète, quoi. L'un des articles a évalué le méconium de la première couche des nourrissons dans les 24-48 heures suivant l'accouchement. Et oui, c'est là où le microbiote commence à se mettre en place, hein. Rappelez-vous déjà quand il... Alors ça, ils n'en parlent pas. On ne sait pas si ça va être du coup... dans chaque étude, est-ce que c'était des enfants nés voix basse ou est-ce que c'était des enfants nés par césarienne sans réimplantation de bonnes bactéries ou avec. Ça, c'est pas dit, du coup, ça aurait été intéressant d'aller peut-être jusque là même. J'aime bien aller encore plus loin. Mais en tout cas, c'est déjà génial d'avoir pris le lait, les selles des nourrissons, les selles des mères allaitantes plutôt. Waouh, ça c'est génial, parce que là, il y a vous imaginez pas le milliard d'informations qu'il y a là-dedans. Et effectivement évaluer le méconium, parce que c'est tout de suite le microbiote, hein, il reçoit tout de suite un nombre inconsidérable d'informations déjà quand il passe par voie basse. Quand il passe par césarienne, on peut faire un réensemencement bactérien, de bonnes bactéries je précise, et du coup bon, ça aurait été sympa de le savoir. Outre, 4 articles ont collecté du lait maternel à plusieurs moments et 4 ont examiné des échantillons de sel à plusieurs moments. Ça c'est bien, on reste pas sur un seul truc, sur un seul moment. Plusieurs articles ont demandé ou recommandé un prélèvement de lait maternel le matin. De plus, un article a acquis du premier lait, du second lait. Alors, quand on parle de premier lait, on parle du colostrum, c'est normalement son vrai nom, c'est-à-dire du premier lait. Et quand on parle de second lait, on parle du lait de transition. Si vous voulez comprendre ces phénomènes, il y a 3 stades de lait. Il y a le premier lait, le second lait, donc dit le lait de transition, et le troisième lait, dit lait mature. Vous tapez différents laits à pas de mois, différents laits maternels ou stades du lait maternel à pas de mois. Vous allez tomber sur ma vidéo qui parle justement des 3 stades du lait maternel.
donc à partir des aliments sur une période de 24 heures. Parmi les 12 articles qui ont été examinés, des échantillons de lait, 11 ont évalué le microbiome du lait, tandis que le reste des articles a étudié les HMO. Donc HMO, ils nous l'ont dit tout à l'heure, c'est les oligosaccharides du lait maternel. Je reviens au résultat. Pardon, excusez-moi, je navigue entre les deux. C'était pour retrouver l'acronyme HMO. En outre, une évaluation microbienne intestinale a été réalisée dans les 10 articles qui ont été examinés, dans les 10 articles qui ont examiné les selles du nourrisson et les 3 articles qui ont étudié les selles de la mère. Deux des articles ont évalué le microbiome intestinal maternel et infantile. Près de 16 des 19 articles ont étudié les caractéristiques anthropométriques maternelles telles que l'indice de masse corporelle, le gain de poids gestationnel. Ces caractéristiques pourraient être utilisées comme marqueurs de l'état nutritionnel avec un examen direct de la consommation alimentaire. Effectivement, que ce soit notre indice de masse corporelle ou le poids qu'on prend aussi pendant la gestation, rappelez-vous que des soucis de microbiote peuvent aussi indiquer une prise ou une perte de poids importante, que ce soit dans un état non gestationnel, donc non grossesse, ou en état de grossesse. Ces caractéristiques, la plupart des articles ont examiné à la fois donc, le gain de poids gestationnel et l'IMC maternel. L'équipe a noté que les variables d'alimentation du nourrisson, y compris le mode et le statut d'allaitement, affectent le microbiome de l'intestin et du lait maternel du nourrisson. Parmi les articles examinés, 14 documentaient les pratiques d'alimentation du nourrisson par le biais de questionnaires, d'entretiens téléphoniques, de registres quotidiens et d'autodéclarations. 3 articles ne concernaient que les mères qui allaitaient. Conclusion de cette grande étude croisée de diverses études, les résultats donc de l'étude croisée ont montré que les articles examinés ont révélé que la consommation alimentaire maternelle avait un impact négatif et positif sur le microbiome du lait ainsi que sur le microbiome intestinal du nourrisson. Ça, c'est in fine. Hein. Si ça vient impacter le microbiome du lait, ça vient forcément impacter le microbiome intestinal du nourrisson. L'ampleur avec laquelle le régime alimentaire maternel affecte le microbiome du nourrisson via des altérations microbiennes dans le lait maternel reste à déterminer. Donc, il y a quand même des choses qui restent à rechercher. Les chercheurs pensent que les futures études devraient impliquer la collecte et l'analyse de lait ainsi que des selles du nourrisson. En outre, les résultats positifs des études de cohorte justifient de futurs essais cliniques pour comprendre comment l'apport alimentaire peut améliorer le microbiome intestinal. Je trouve ça hyper passionnant et hyper intéressant. Maintenant, je me dis, ok, on fait ce genre d'études, mais pourquoi faire? Est-ce que derrière, il va y avoir peut-être des programmes d'accompagnement alimentaire aux parents en gestation, donc aux parents ou aux femmes enceintes On dit souvent que oui, on ne veut pas en rajouter, c'est déjà une telle charge, n'empêche que quand on est de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire quand on est déjà parent, quand on s'intéresse à certaines choses, l'alimentation de son bébé, l'allaitement, même si on n'allaite pas, l'alimentation de son bébé, on a un bébé qui a des allergies, on a nous-mêmes des allergies, etc. Je sais qu'on ne veut pas surcharger les parents, la femme enceinte parce qu'elle a déjà énormément d'informations, mais en fait, quand tu es de l'autre côté du miroir et que tu te dis « Oh, mais si j'avais su !» Si j'avais su que... Et c'est déjà trop tard. Alors que si on nous prépare à ça, que ce soit en cours de préparation à l'enfantement, d'ailleurs ça devrait être des cours de préparation à la parentalité pour moi, et qu'on nous dit, c'est pas pour vous faire culpabiliser, vous aurez toujours le droit de manger un McDo par semaine si vous avez envie, mais peut-être que ce sera plus qu'un seul McDo par semaine ou un seul par mois. Peut-être que le reste du temps, il va falloir faire un petit check-up de votre état, un petit check-up de votre microbiome. Ça, c'est des choses qu'on peut faire avec une diététicienne, une naturopathe, etc. Et on va voir ensemble où ça en est tout ça pour optimiser votre grossesse, pour optimiser les apports à votre bébé, pour optimiser tous les effets que ça peut avoir derrière. Je pense que ça pourrait être intéressant que ce soit utilisé dans ces cas-là, sans être dans un style, parce qu'on est très là-dedans, hein, nous, en France en tout cas, dans la culpabilisation, sans être dans la culpabilisation aux parents, c'est de se dire, ok, on fait bien attention quand on a les examens pour la toxo, on fait bien attention à pas manger de charcuterie, Alors oui, on a l'impression d'être privé, mais parce que c'est mal véhiculé, je veux dire, vous prenez des gens qui sont véganes, est-ce qu'ils ont l'air malheureux? Et je peux vous assurer, pour avoir des amis qui sont véganes,
qu'on se tape la cloche à chaque fois qu'on va bouffer chez eux. C'est un truc de fou. Mais c'est trop bon, c'est trop bon. Et je vous assure que on s'en fout de pas avoir un steak dans l'assiette. Hein. C'est tellement bon ce qu'ils font. C'est le flan. C'est la première fois que je déteste les flans. C'est vous dire, je déteste les flans. Le flan vegan, c'est une tuerie. C'est trop, trop bon. Donc, voilà, nous ici on n'a pas d'étiquette alimentaire à la maison, hein. On mange de tout, voilà. On a chacun nos préférences par contre, mais on mange de tout. Et c'est vrai que ça m'arrive de faire des gâteaux sans œufs, sans gluten, ça c'est pour moi, de faire faire des gâteaux sans œufs, sans gluten. J'ai par exemple un gâteau fondant au chocolat aux haricots rouges, vous dites quoi? Mais c'est tellement bon! C'est tellement bon, c'est un truc de fou comment c'est bon ce truc. C'est trop bon. C'est trop trop bon. C'est beaucoup trop plus bon. Et il n'y a pas un pet de produits animaux et il n'y a pas un pet de gluten. Oui, il y a du sucre. Bon, ça reste un gâteau quand même, merde. Mercredi, pardon. Mais c'est tellement bon. Donc, voilà. Il faudrait essayer d'arrêter déjà de catégoriser les gens, vegan, végé, machin, on s'en fout, on mange ce qu'on veut. Mais surtout, justement, de démocratiser les choses et de se dire, ok, peut-être que j'ai une candidose et que les fromages, pour moi, malheureusement, avec les brisures, les moisissures, etc., qui sont nécessaires au fromage pour qu'il se fasse, etc., moi, je peux pas. Dans un fromage vegan, j'ai pas forcément les mêmes process. Tiens, je peux aller regarder, est-ce qu'il y a quelque chose qui me plaît, est-ce que voilà. Donc ça peut être intéressant finalement. Vous voyez comme quoi, je prône pas l'alimentation végane, mais ce que je veux dire, c'est que je prends ce parallèle parce que j'ai des amis qui le sont. J'ai aussi quelqu'un de ma famille qui est végétarien, vous voyez, donc il y a des trucs comme ça que j'ai des petits réflexes pour faire plaisir à chacun quand ils viennent manger à la maison. Et c'est vrai que moi-même, quand les gens viennent manger chez moi, que ce soit nos amis qui sont véganes, que ce soit les membres, la personne de ma famille qui est végétarienne, je vais faire à manger selon chacun. Et en fait, même moi qui fais à manger pour la personne, moi j'essaie de manger sans gluten, etc. J'ai pas l'impression, j'arrive à créer des menus qui plaisent à tout le monde. Et vraiment. Alors, peut-être que je vais rajouter un peu de viande pour ceux qui en mangent. Mais pas forcément, par exemple, nos amis qui sont véganes, on est vraiment dans le respect total. Et nous, quand ils sont là, par exemple, on ne va pas consommer de produits animaux. Alors ça n'empêche qu'ils ont l'habitude, hein, c'est vraiment des super amis. Ils ouvrent le frigo, ils voient très bien qu'on a des produits animaux. Ils vont pas non plus, eux, nous taper un scandale parce qu'on a ça, vous voyez ce que je veux dire. Mais je m'adapte et je vois que dans les recettes que je fais, c'est très très bon en fait. Même moi, quand je fais à manger pour eux, c'est très très bon. Une année, j'avais fait, parce qu'on a des anniversaires qui sont proches, et donc on avait décidé de faire ça ensemble, et j'avais fait un gâteau. Mais un gâteau, un nut cake, hein, le truc avec des étages, de la génoise, un glaçage et tout. Je l'ai fait entièrement vegan. Il était délicieux et magnifique d'ailleurs au passage. Bon, pour un premier, pas très loin d'écho du gâteau, mais bon. Donc, on voit que sans en faire des caisses et sans catégoriser, on peut vraiment amener peut-être les femmes enceintes ou les parents enceints à peut-être pendant 9 mois revoir leur alimentation et prendre ça comme une aventure de découverte de goût, une aventure de découverte de texture. Et ça peut être marrant, on peut prendre ça comme un jeu pendant 9 mois. Ça, il faut vraiment faire ça sous forme de jeu, d'accompagnement ludique, etc. Et finalement, on n'aura pas ce truc après de se dire « Ah, si j'avais su !» Parce que tout ce que j'ai mangé et tout ce que je mange encore en allaitant, ça influence le microbiote de mon bébé, de mon enfant. Et si j'avais su. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ne pas avoir ce regret. Par contre, comme je disais, il faut que ce soit accompagné de façon bienveillante, ludique, pour ne pas faire culpabiliser les gens de manière générale. D'ailleurs, la culpabilité ne mène nulle part, d'ailleurs, on le sait très bien. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez un petit peu de cette étude, de cet article, mais moi, je trouve très intéressant. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont vraiment pris plein d'études qui, elles-mêmes... Oh, je me suis emmêlée. Attendez, je me suis accrochée. Voilà, ils ont pris plein d'études qui elles-mêmes avaient vraiment un regard vraiment très étendu sur différents aspects du fait d'étudier l'alimentation et le microbiome des bébés. Donc je trouve vraiment ça très intéressant d'avoir fait ce regroupement et ce recoupement d'études pour arriver à une conclusion qui dit que, mine de rien, oui, ça influence. Peut-être négativement, peut-être positivement, mais ça on vient d'en parler, sur la façon dont on peut manger, ce qu'on consomme, etc. Et en même temps, que quand c'est positif, justement, il faudrait aller encore au-delà, pousser un peu pour voir comment on pourrait optimiser tout ça. Voilà, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet article, de cette étude. En tout cas, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'attends vos retours en commentaire. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour la prochaine actualité. Allez, ciao!